Donc l'idée ici, c'est d'interroger est-ce qu'on peut faire cette école de la République, cette école accessible à tous, gratuite, autrement. Alors pour cela, je vous propose en fait de répondre à plusieurs questions. Pourquoi se poser cette question? Quel point de vue pour y répondre? Finalement, c'est comment l'école, cette école qu'on vient de qualifier, si on veut la faire autrement, ben, quel est le constat qu'on va pouvoir aussi faire sur ces tensions, ces dilemmes? Et puis la deuxième partie, c'est celle que l'on va détailler ensuite, après la pause, sur ce qui pourrait se faire, comment la penser différemment avec une stratégie, vous le verrez, qui est au cœur de cet ouvrage. Alors, pour répondre à ces questions, la première réponse qui arrive, c'est une réponse qui est assez conjoncturelle, mais qui pourtant sature la représentation dominante de l'école dans les médias. Depuis 10 ans, et les grandes enquêtes internationales et leur médiatisation et leur popularisation, c'est une quinzaine d'années. Hein. Les premières fois où on commence à entendre parler de ces grandes enquêtes, eh bien on entend parler de la France championne des inégalités. Ça, c'est le titre des journaux fréquents. Hein, et vous voyez, c'est quelque chose d'assez continu, 2013, 2015, 2016. Donc on était un certain nombre à critiquer ces évaluations il y a une vingtaine d'années, 15 ans, quand elles sont sorties. Elles ne sont pas fiables en elles-mêmes, on évalue des choses très techniques. Si nos enfants, les enfants qui sortent de l'école, sont éduqués au sens large, ce n'est pas leur capacité à calculer sous pression en 5 minutes dans une épreuve très normative qui va déterminer s'ils sont éduqués ou non. Et puis, ces évaluations se sont affinées et de plus en plus, il est ressorti que un des facteurs centraux qui ressortait de ça, c'était bien l'inégalité, quels que soient les ancrages politiques qu'il y avait dans ceux qui commanditaient ces enquêtes, hein, puisqu'il y avait des ancrages politiques assez forts, notamment la Commission européenne, qui à un moment a fait des enquêtes où on l'a taxé d'avoir une approche très libérale et très techniciste de ses productions. Et puis des enquêtes très indépendantes dans des laboratoires de recherche et qui arrivent à peu près aux mêmes conclusions. Nous avons un système inégalitaire. Alors inégalitaire dans quel sens? Il reproduit, voire parfois amplifie un certain nombre d'inégalités qui sont les ressources que l'élève a pour rentrer dans le système éducatif. Donc ressources au sens bourdieusien, tout son capital culturel, financier, environnement social, proximité de la culture, accessibilité aux loisirs. Et donc toutes ces inégalités sociales se retrouvent, si ce n'est amplifiées, au moins entretenues par l'école. Et donc à la sortie de l'école, on a une production d'inégalités. Donc finalement, ça c'est peut-être une des premières réponses qui se posent. Si on a un système inégalitaire, alors peut-être on doit changer l'école. La deuxième question, alors vous voyez que ce n'est pas récent hein, comme problématique. En citant Bourdieu, on remonte d'un seul coup en 70. Donc une cinquantaine d'années avant, la problématique, au moment où le collège unique se mettait en place, était déjà présente. Le deuxième point qui peut apparaître, c'est, vous voyez sur ces photos, c'est assez net, hein, c'est que quand bien même il n'y aurait pas le constat d'échec de l'école, même s'il est partiel, pas généralisable, ce n'est pas un échec de tout le monde, tout le temps et à tous les niveaux, mais ce constat, si on dit que c'est un échec parce qu'il y a production d'inégalités, même s'il n'y avait pas ce constat, on a une évolution sociologique qui est notable, et cette évolution sociologique notable, on le voit ici au travers de 2 photos de ce que sont les élèves. En une centaine d'années, les élèves sont passés de l'un à l'autre, ce qui veut dire qu'on a une évolution sociologique autour de l'école. Et là, ce n'est plus l'école dans sa responsabilité qui serait mise en cause, c'est une évolution sociologique qui aboutit à impacter la nature de ce qui se passe à l'école. À partir du moment où on a ça, est-ce qu'on peut ou doit faire l'école autrement? À partir d'un constat qui est purement sociologique, nos élèves ont changé. Et je pense que, je vois les collègues là, je pense que oui, au cours de notre carrière, on a vu nos élèves changer. On a vu une sociologie, on a vu un rapport au savoir qui est différent, on a vu la question du temps d'attention. On sait que les enquêtes en psychologie et en sociologie montraient qu'on était à 12 minutes sur des séquences et qu'on est passé à des choses qui sont maintenant de l'ordre de 20 secondes, 30 secondes d'accroche sur des empans sémantiques, sur des choses comme ça. Donc on a une vraie évolution sémantique. Alors, ce qui serait dangereux, c'est de se dire c'est irréversible. Par exemple, les enfants devant une chaîne d'information où il y a 6 informations en même temps sur un écran qui changent environ, la moyenne c'est 5 à 6 secondes,
ont transformé leur façon d'appréhender le monde, qui est le mode du zapping cognitif. Sauf que le cerveau possède une plasticité cérébrale qui fait que c'est totalement réversible. Il n'y a pas de fatalité à ce que les enfants soient comme ça. Donc cette évolution sociologique, l'école peut faire quelque chose face à ça, mais ce quelque chose, c'est une réponse qui fait sens, qui est la prise en compte de cette spécificité des évolutions sociologiques. Le troisième paramètre, si vous regardez ces ouvrages, voilà, le premier je l'ai mis de 96, un ouvrage de référence de Develay, qui est publié, hein, qui est republié, réédité en 2016, le même. Donc la question a priori dure, et c'est la question du sens. Quel est le sens de l'école? Et au-delà de la question du sens de l'école, c'est la question du partage du sens. Est-ce que nos élèves partagent avec nous, enseignants, avec nous, éducateurs, avec nous, personnel de direction, est-ce qu'ils partagent le sens de l'école? Les pédagogues distinguent le but et l'objectif. Moi, j'ai un objectif en tant qu'enseignant et les élèves ont un but. Et parfois, ce n'est pas le même. Mais ça ne fait rien puisqu'ils apprennent. Je n'ai pas besoin de leur dire quel est l'objectif, ils apprennent quand même, avec un but qui est accessible, qui est significatif pour eux. Eh bien, ce décalage entre but et objectif, il semblerait qu'il soit très grand. Je vais vous donner un exemple qui est assez parlant. C'est la question de la place du savoir. Le savoir était essentiel dans la vision de l'école républicaine chez Ferry. C'était l'accès au savoir avec ce minimum de ce qui n'est pas permis d'ignorer. Donc, il était fondateur chez Octave Gréard et Ferry, hein, donc on est 150 ans en arrière, de l'idée même de la République. Il y a un minimum à savoir ensemble. Et quand on était fils de paysans, on ne pouvait pas savoir, on n'avait pas accès au savoir. Donc l'école était le lieu de l'accès au savoir. Désormais, si on parle de savoir pur, on va regarder où est le savoir il est sur Internet. La démultiplication des moyens de communication, de l'accessibilité par le numérique au savoir, a fait que l'enjeu d'accès au savoir s'est totalement déplacé. Et l'école est concurrencée, mais plus que concurrencée, elle est écrasée par cette question de l'accessibilité au savoir. Donc on a fondamentalement je dirais l'ADN de l'école tel qu'il a été pensé dans l'école républicaine qui est remis en cause par une évolution technologique et une accessibilité. Les conséquences sont quand même assez lourdes parce que le cœur de l'apprentissage lorsqu'on est dans le modèle transmissif ou instructif, c'était la mémorisation. Il fallait retenir l'apprentissage par cœur. Ma grand-mère qui connaissait tous les départements. Elle n'était jamais sortie de son département, mais elle les connaissait tous. Elle était capable parce que le jour où l'inspecteur était venu, elle les avait récités. Et donc, elle les avait retenus. Et donc, l'activité de mémorisation était une activité essentielle. La citoyenneté se basait sur une mémorisation qui permettait de dire « nous partageons une culture ». Mais actuellement, quand un élève, mes étudiants me le disent, quand un étudiant me dit « mais attendez, moi, je n'ai pas besoin de mémoriser puisqu'avec un clic, j'ai l'information ». Donc, il dit « je préfère consacrer de l'intelligence à comprendre qu'à mémoriser ». Donc, un des piliers du modèle d'apprentissage à l'école, qui était la mémorisation et l'apprentissage par cœur, est en train d'être ébranlé par cette concurrence. Et ça nous demande de modifier le sens. C'est-à-dire que la mémorisation est intéressante pour elle, et non pas pour son produit. Et on a donc un déplacement du sens, là, très net. Et un élève à qui on dit apprendre par cœur, il dit « désolé, moi ça n'a pas de sens, je ne fais pas ». Et alors que peut-être le sens est ailleurs, c'est celui du travail, du processus, du produit cognitif, de l'effort produit. Ce que Alain disait, oui, effectivement, il y a un moment où, à l'école, il faut fournir un effort parce que l'effort est éducatif. Et ce n'est pas pour son produit seulement qu'on va fournir un effort. Et donc, toute cette question du sens, elle est, à mon avis, essentielle dans la problématique de l'école. Inégalitaire, pourquoi? Peut-être parce qu'on ne partage pas le sens avec ces élèves qui n'ont pas de repère dans ce qu'est cette culture dominante. Cette culture, si ce n'est une culture élitiste, mais en tout cas une culture qui est accessible à une représentation de ce qu'est la République. Voilà, un partage de valeurs, de connaissances, un registre d'eux. Et on voit qu'il y a des déplacements qui se sont déjà opérés. Quand Brassens est rentré dans les programmes de français, ben ça a été aussi important que quand MC Solar est rentré dans les programmes de français. Et là, on a fait un chemin. La commission Bourdieu-Gros, en 1991, a travaillé, Bourdieu, donc le sociologue, travaillait sur ces questions en essayant de rapprocher les cultures et en se disant qu'il ne fallait plus que l'école soit productrice de fractures culturelles, de fractures de sens. Il semblerait que 30 ans après, la fracture soit encore présente. Donc il y a vraiment un enjeu, et c'était mes questions initiales, probablement à faire l'école un peu autrement. Un constat supplémentaire qui a été fait, c'est que face à toutes ces modifications et ces pertes de sens, la perte de sens, elle n'était pas que du côté des élèves. Et les enseignants se trouvent aussi dans cette situation de déstabilisation parce que des piliers s'effondrent, s'effritent. L'évaluation,
Quand on change les modalités d'évaluation, il y a quelque chose qui tombe. Quand on change le sens de l'apprentissage par cœur, il y a quelque chose qui tombe dans la culture d'un enseignant. Et donc il y a une enquête qui est très intéressante, très très riche, de Françoise Lantôme et Christophe Helou, de 2008, qui fait vraiment référence, qui travaille sur la souffrance des enseignants. Et cette souffrance, il la détermine à la fois dans ceux qui sont en burn-out, et puis il la détermine aussi dans la souffrance du quotidien. C'est-à-dire des enseignants qui ont de plus en plus de mal à trouver leur place. Cette souffrance, elle se détermine par plusieurs choses. La première, l'échec face aux transformations des publics scolaires. Les élèves ont changé et donc les méthodes que je connais ne sont plus adaptées pour faire réussir tout le monde. Dans les paramètres, il y a aussi un petit peu ce sentiment d'isolement. On parle de liberté pédagogique, quand on ferme la porte, on est dans sa salle et on est maître à bord, mais on est aussi un petit peu seul. Et donc, dans la réponse à cette question de perte de sens, il y a aussi un enseignant qui se sent un petit peu isolé, qui se sent aussi un peu abandonné par son institution, parce que l'institution, elle a la même problématique. C'est une institution qui a été bâtie avec des présupposés qui ne sont plus adaptés à l'évolution du monde. Donc en termes d'accompagnement, cette institution, il faut qu'elle trouve des moyens, il faut qu'elle trouve des espaces de parole, des espaces de reconstruction du collectif enseignant. Donc on a toute une dynamique là qui conduit à une déstabilisation un petit peu globale de ce système. Alors quand je dis ça, je ne veux pas généraliser mon propos. Et il y a des choses qui se passent très bien, et je vois des collègues ici que je connais, avec qui on échange souvent, et dans leur classe, il se passe des choses. Ils transforment des choses, et il y a des réussites, et on a des élèves issus de REP+, donc dans des secteurs difficiles, qui réussissent très bien, et bien mieux que dans des établissements de centre-ville, lorsqu'il y a du sens, lorsqu'il y a du partage, lorsqu'il y a des dynamiques collectives qui acceptent d'affronter ces questions-là. Oui, le monde change, mais on va faire avec. Le téléphone est interdit. J'ai des collègues, moi, qui sont partisans du téléphone dans les établissements. Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'ils en font une ressource pédagogique. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien que ça n'est plus dans un affrontement de doctrine. Ça va être de façon pragmatique, qu'est-ce qu'on fait pour avancer ensemble, compte tenu de l'ensemble de ces paramètres d'une école qui change, d'une école qui peut déstabiliser, et donc face à la déstabilisation, de retrouver un sens collectif. Et dans le collectif, ça associe aussi bien les parents que les enfants, que les enseignants. Je conclurai juste cette première partie avec un concept qui est assez intéressant pour ça. C'est l'historien de l'éducation Antoine Pro qui a parlé, lui, de démographisation avec le collège unique. Il a dit, en fait, en créant le collège unique, on a été capable de faire rentrer une masse dans l'école. Et cette masse, quand elle est rentrée dans l'école, eh bien, c'est après qu'on s'est posé la question de quelle pédagogie pour absorber cette masse. Et donc, il dit plutôt qu'une démocratisation, il y a eu une démographisation. Et ça, c'est une vraie question parce que ça veut dire qu'on est… lui, il parle de ce système-là, vous imaginez, dans le collège unique. Donc, c'est 59, 63, Abi, Fouché, Berthoin. Abi en 75, la dernière réforme importante du collège unique. Mais c'était, vous le comprenez, il y a un certain temps. C'était il y a 40 ans. Donc, il y a 40 ans, ce problème de la structure qui serait capable d'avoir une pédagogie adaptée à cette diversité et à cette masse se posait déjà. C'était le problème initial du collège unique et on se la pose encore aujourd'hui. Et face à ça, l'idée est peut-être de penser l'école autrement, avec un éclairage qui va essayer de voir dans quelle mesure il y a plusieurs angles de vue pour lire la réponse qu'on peut proposer. Alors vous en voyez quelques-unes, je vais les détailler, celles-là, je vais essayer de parcourir chacune de ces pistes en essayant de voir quels sont les leviers qu'il y a derrière. Alors la première, parce que j'aime bien Coluche, et puis vous le reverrez plus tard dans le diaporama, mais je ne vous en dis pas plus. La première, c'est une question politique. Quels seraient les enjeux politiques à faire l'école autrement? Au niveau de la réponse macroscopique, l'école est l'outil qui permet de faire société. C'est l'outil dans lequel se forment les futurs citoyens qui assurent l'équilibre social, en assurant leurs responsabilités dans le cadre d'une société dont ils connaissent les règles, les lois, les enjeux, les problématiques, et dont ils deviennent des acteurs citoyens en participant à la fois au débat social, mais aussi par leur vote, en étant des citoyens actifs. Donc d'un point de vue politique, faire l'école autrement, c'est se dire que si actuellement on n'arrive pas exactement à créer de la citoyenneté, il y a un enjeu pour le politique à se dire il faut réinjecter de la citoyenneté. D'accord ? Peut-être que la devise de la République, de liberté, égalité, fraternité, le politique s'interroge peut-être
C'est ce qui s'est fait d'ailleurs fortement au lendemain des attentats de Charlie Hebdo sur la question du vivre ensemble et puis peut-être de la notion de fraternité. On l'a dans la devise et c'est incarné par très peu de choses dans l'école. La fraternité, je ne dis pas la solidarité qui est encore un autre concept, mais la fraternité on l'a très peu et pourtant c'est au fronton de toutes nos écoles. Donc il y a une vraie question fondamentale là qui se pose et qui est de l'ordre du politique. Le politique détermine des orientations et dans ces orientations, l'école est quelque chose de fondamental, de central. On ne mettrait pas 1 million de fonctionnaires sur ces questions-là, vous imaginez, si la question n'était pas centrale. Donc faire l'école autrement, c'est effectivement quelque chose qui, de ce point de vue-là, a une tonalité politique. Le deuxième axe de réponse, c'est que si le politique s'empare de l'école, l'école n'est pas neutre, l'école ne sort pas de rien. Elle possède une orthodoxie, elle possède un ensemble de règles qui sont son histoire. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de sa structuration autour de la transmission du savoir, d'un modèle instructif, c'était l'instruction publique avant l'éducation nationale. Donc d'un modèle instructif, c'est tout simplement la matrice de base de sa construction identitaire. Et avec ça, il y a plein de choses qui vont. Cette salle-là est ordonnée comme une classe. Okay ? Elle est ordonnée de façon frontale. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui sais et vous, vous recevez. La conception historique de l'école, c'est le réceptacle. Le transmetteur, celui qui sait, l'expert, et celui qui doit. C'est-à-dire qu'on a une école qui, dans sa structuration et son identité, son histoire, a une tradition, a un certain nombre de normes. Cette norme qui classe dans l'espace de façon presque caricaturale, c'est surveiller et punir, c'est Michel Foucault qui dit que l'organisation de l'espace de l'école est faite sur la base de l'organisation du milieu carcéral. C'est le texte de Michel Foucault, hein. Donc vous imaginez, on est à la fin des années 60 et il nous dit que l'organisation est faite de façon à ce que, comme dans un mirador, je puisse gérer l'ensemble de ma classe. Le fameux panoptique scolaire, donc Michel Foucault, pour lui, c'est l'analogie avec la prison. Donc c'est pas rien dans l'orthodoxie scolaire, hein. C'est la hauteur, le mirador, c'est l'estrade, c'est un certain nombre de choses qui sont là. La position assise. Donc tous ces éléments-là, qui sont structurants. Bien sûr, quand je le dis aujourd'hui, je n'ai ni la crédibilité de Michel Foucault, ni je ne suis à son époque. Donc ça peut choquer cette analogie. Et on voit encore des organisations scolaires. Si on regarde par exemple la frontalité, qu'il détermine lui comme étant un des éléments communs, mais cette frontalité, elle existe massivement. C'est énormément et c'est la forme dominante de l'école, celle-là. Et donc on a dû vivre ensemble, dos à dos, quand on se tourne le dos, ce qui peut paraître complètement paradoxal de continuer à faire cela alors qu'on a des finalités qui ne sont plus du tout orientées vers ces éléments. Le prochain point, et alors là c'est un point qui est assez critique, c'est on peut éclairer et faire l'école autrement autour de l'innovation. Et l'innovation en général ça se produit avec deux types d'initiatives. La première initiative c'est des enseignants isolés ou une petite équipe de mordus qui se lancent dans quelque chose. Et tout le monde sait dans l'établissement, dans l'école, qu'il y en a 2-3 qui font un truc là. Alors on les regarde bizarrement. Des fois, on voit que leurs élèves ont l'air contents, donc on va leur poser dans la salle des profs la question de « tu fais quoi toi? C'est bizarre, tes élèves ils ont l'air épanouis, il se passe quelque chose, j'ai entendu du bruit dans ta salle. » Mais bon, ça c'est la petite équipe du noyau dur du bateau pilote. Mais c'est un tout petit bateau en général celui-là. Et il n'est pas toujours soutenu, ce bateau. Donc s'il n'est pas toujours soutenu, eh ben, il continue sur la base de la motivation des individus. Et ça se trouve dans toutes les institutions. Ce n'est pas seulement l'école, c'est un des moteurs de l'innovation avec cette force de la conviction et de l'envie. Et puis, il y a une deuxième innovation qui arrive. Ah, vous l'avez vu, celle-là. C'est celle-là. C'est celle qui arrive d'en haut. C'est lorsqu'on nous dit, par exemple, dans un texte, dans une loi, il y a des modèles innovants qui sont intéressants et qu'il faut appliquer. Mais ça arrive d'en haut. Et quand ça arrive d'en haut, il y a une petite résistance en général, voire une résistance certaine. Donc, soit on a les moyens d'accompagner, mais ça demande beaucoup de moyens, parce que dans l'accompagnement, il y a de la formation. Soit ça tombe à plat. Et combien de réformes ont été mises en œuvre sans être réellement appliquées, parce qu'il y avait une résistance de l'intérieur finalement. Cette résistance de l'intérieur, c'est aussi les paramètres d'orthodoxie dont j'ai parlé juste avant, d'acteurs d'une structure qui résistent. Et donc l'innovation, quand c'est un petit projet pilote, des fois ça marche, mais on sait que le plus dur, c'est la généralisation,
parce qu'on retombe sur les mêmes problèmes de l'accompagnement, de la formation. Et puis, quand ça arrive d'en haut, il y a une forme de résistance où on dit oui, bon, allez-y, on attend la prochaine réforme, comme ça la lubie sera passée. Okay, donc c'est un vrai problème, ça, et c'est une vraie façon d'éclairer cette problématique. Le point suivant, c'est celui de, si on veut changer l'école, on peut le faire aussi avec une logique qui soit scientifique. C'est-à-dire de dire, il existe des modèles efficaces, pédagogiques, didactiques, qui sont applicables. Et là, j'ai mis un ouvrage d'Auguste Comte qui est assez parlant de ce point de vue-là, c'est-à-dire d'une vision assez positiviste, donc prescriptrice. La science possède des réponses aux problèmes du quotidien. Et donc, il suffirait d'appliquer des modèles scientifiques pour qu'ils soient efficaces. Si on fait l'analogie avec les métiers de la médecine, on se rend compte que la complexité d'une consultation chez un médecin fait que ce n'est pas qu'une logique de prescription. Il y a une logique de compréhension de la complexité des pathologies, des symptômes, qui fait qu'au final, c'est un praticien. Ce n'est pas l'applicateur d'une science qui est face à vous. Et heureusement, parce que sinon, on a ce que l'on est en train d'avoir qui tend à émerger, c'est une médecine faite par intelligence artificielle, avec des sommes de symptômes rationalisables qui, au final, aboutissent à la prescription d'un médicament. D'accord ? Donc on pourrait penser aussi l'éducation sous cette forme-là, pourquoi pas ? Et quand on regarde sur Internet, j'ai parlé de concurrence tout à l'heure, les MOOC, les plateformes avec auto-évaluation, accompagnement, c'est déjà de l'intelligence artificielle qui nous permet d'apprendre. Et avec des taux d'efficacité technique qui sont très importants. En langue, il y a des plateformes interactives d'apprentissage des langues qui commencent à être vraiment, vraiment performantes. Alors là, quand vous êtes sur un MOOC, quand vous êtes sur Internet, dans ces logiciels d'auto-formation, vous êtes face à un écran. Donc vous n'êtes même plus de dos face à un humain, vous êtes face à un écran. Et donc là, on peut se poser la question de cette teneur. Est-ce que faire l'école autrement, ce n'est pas repenser la place de l'humain comme étant essentielle puisque le savoir s'est déplacé? Et là, vous verrez que dans les propositions par la suite, j'irai sur ces questions-là. L'avant-dernier point d'éclairage, c'est des questions qui sont tout simplement logistiques. Vous les voyez, je les fais tomber comme ça, comme si j'étais dans une revendication syndicale. C'est-à-dire que j'aligne un certain nombre de choses qui sont, oui, des revendications qu'on a très fréquemment. La question des moyens se pose. Est-ce que je fais l'école autrement? Tout simplement, par exemple, en n'ayant pas une classe avec 35 élèves. Et c'est bien une façon de poser la question. Est-ce que les moyens sont décisifs? Probablement. Les méthodes pédagogiques sont largement impactées par la question des moyens. Est-ce que la dotation en matériel numérique est à la hauteur de ce que l'on veut mener comme projet pour? Est-ce que le temps de formation des délégués, d'accord, est à la hauteur de la mission qu'on veut leur donner? Donc toutes les questions qui posent cette fois très concrètement la question de l'organisation logistique de l'école, des moyens matériels qu'elle a pour se développer, pour être en cohérence avec ses projets et pour essayer de recréer du sens. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est probablement, sur cette première partie, c'est probablement celui qui, moi, est le plus moteur dans l'écriture de cet ouvrage. C'est de se dire que faire l'école autrement, c'est peut-être la possibilité de retrouver du plaisir qui a été un petit peu perdu dans l'usure, dans la routine, dans la difficulté aussi face à des élèves qui, eux, viennent beaucoup sans plaisir à l'école. Malheureusement. Les motivations s'étiolent et donc on a du plaisir à aller dans la cour de récré, on a du plaisir à retrouver les copains et on a du plaisir à aller en cours, mais pas pour tous les élèves. Et donc l'idée d'éclairer, faire l'école autrement, c'est aussi peut-être la possibilité de réintégrer du plaisir chez les élèves. Et pour qu'il y en ait chez les élèves, a priori, le levier principal, c'est que les enseignants se fassent plaisir quand ils viennent enseigner. Et là-dessus, il n'y a pas photo. Toutes les réussites dans les écoles qui ont été validées, attestées, vous avez des enseignants qui ont le sourire, vous avez des enseignants qui communiquent leur enthousiasme, vous avez des enseignants qui sont contents de voir des enfants qui s'épanouissent, des enfants qui se développent, et vous avez des enseignants qui sont touchés par le fait que les élèves ne réussissent pas. A contrario, ils sont touchés, ça veut dire qu'ils se sentent concernés et que donc ils vont essayer de redévelopper du plaisir. Et redévelopper du plaisir, c'est réussir avec l'élève, réussir ensemble. On parlait de sens partagé et je crois que le deuxième élément
vraiment essentiel ici, c'est du plaisir partagé, de faire qu'à un moment, on soit content d'aller à l'école, aussi bien enseignant que l'élève qui est face à nous, que les élèves qui sont face à nous.